Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc, on a vu l'entraînement de l'éther partiel par le mouvement de l'eau. On peut aussi se demander quelle est la situation de la Terre par rapport à l'éther. La Terre est-elle immobile dans l'éther, ou du fait que la Terre tourne autour du Soleil, est-elle en mouvement par rapport à l'éther? Et si elle est en mouvement par rapport à l'éther, est-ce qu'elle entraîne l'éther avec elle, partiellement ou totalement? Allez, le fait d'avoir une différence de vitesse entre le mouvement de la Terre et l'éther était appelé vent d'éther. Donc on devrait pouvoir détecter un tel vent d'éther sur Terre. Plusieurs idées avaient déjà été lancées à l'époque pour mesurer ce vent d'éther, notamment par Maxwell. L'idée, c'était de prendre une barre, une direction. Au milieu, on met une lumière. La lumière part dans deux sens et on mesure le temps de parcours pour savoir si la vitesse est identique dans les deux sens. Un éventuel vent d'éther allant dans le même sens ou contre le sens de la lumière aurait alors donné une différence. Toutefois, cette mesure était irréalisable, ce n'était pas assez précis parce que la différence de temps de parcours est extrêmement faible et il faut avoir les mêmes distances de parcours et c'est très difficile d'avoir des distances exactes avec suffisamment de précision. Alors, la solution a été trouvée par Michelson et Morley en 1881. Leur dispositif expérimental, assez simple, est comme ceci. On a deux miroirs et deux branches de longueur L. Ici, un miroir semi-transparent, une source lumineuse, et ici, un oculaire qui est un interféromètre. Donc la lumière arrive sur le miroir, part dans deux directions et fait des allers-retours sur les deux miroirs. Dans ce sens-là et dans ce sens-là. Elle se recombine, on peut mesurer par interférométrie un décalage de phase entre les deux ondes et donc donne un décalage de temps de parcours dans les deux directions perpendiculaires. La mesure de différence de phase par interférométrie est extrêmement précise parce que c'est une fraction de la longueur d'onde. La longueur d'onde de la lumière visible est très petite, c'est des millionièmes de mètre, des microns. Donc c'est un moyen très précis de mesurer un tel décalage. Alors, à nouveau, on a le même problème de longueur des deux bras, L et L. Mais Michelson et Morley ont trouvé l'astuce. Ils ont disposé leur appareil à l'horizontale sur un bain de mercure liquide, de façon à pouvoir faire tourner tranquillement le dispositif sans le perturber. Et l'ensemble était en plus placé sur des amortisseurs pour éviter toute perturbation due à des vibrations, par exemple le passage d'une charrette ou de chevaux qui aurait pu provoquer des vibrations et perturber les mesures. On dispose donc l'appareil en plaçant par exemple ce bras-ci dans le sens de l'orbite terrestre et ce bras-ci perpendiculairement. Donc dans ce sens-là, pas de vent d'éther, dans ce sens-là, et dans ce sens-là, un éventuel vent d'éther. On règle le dispositif, donc on règle la position des miroirs de manière très fine, de façon à faire disparaître tout décalage de phase, donc toute différence de temps de parcours. Puis on fait basculer l'appareil de 90 degrés, de façon à ce que ce soit ce bras-là, maintenant, qui soit influencé par le vent d'éther, et ce bras-là qui devienne perpendiculaire à l'éventuel vent d'éther. Et le réglage précédent permet ainsi de s'affranchir de cette difficulté de longueur des bras. Comment calculer ça? Alors, supposons que notre appareil
se déplace avec une vitesse v dans un éther immobile. Un éther immobile où la vitesse de la lumière est c, dans l'éther immobile. Et l'appareil est en mouvement dans cet éther. Au départ, on a le miroir 1 ici, le miroir 2 et le miroir, je vais noter 5 ici. La lumière se déplace, mais le temps que la lumière se déplace, l'appareil bouge. Donc, un peu plus tard, 2 se retrouve ici. Pardon, devient 3. Le miroir ici se déplace en 3. Et donc, la lumière parcourt ce chemin-là. À ce moment-là, 1 est ici. Puis encore un peu plus tard, redescend et arrive ici en 2. Là où le miroir 1 s'est déplacé au cours du temps. De même, 5 se déplace en 6 au cours du temps, d'une même distance d'ailleurs. Pom, pom. La lumière parcourt ainsi 2 chemins. D'une part, le chemin 1 vers 5, 6, 4, pardon. 1 vers 5, 6 et puis 4, ou 1, 3 et 4. Quelle est la longueur de ces chemins? Quel est le temps de parcours le long de ces chemins? Alors, pour aller de 1 vers 5 et 6, la lumière doit rattraper le miroir qui s'éloigne à la vitesse v, et donc le temps de parcours de 1 à 6 sera de L2, la longueur du bras, le bras ici est L1, ici L2, sera L1 sur C moins V. Et pour le retour, c'est l'inverse. Là, le miroir va à la rencontre de la lumière, et donc le temps de parcours, à ce moment-là, est L2 fois sur C plus V. Le temps de parcours le long de L2, qu'on va appeler T2, et donc l'aller plus le retour, c'est la somme des deux, et c'est donc égal à 2 fois L2 sur C fois 1 sur 1 moins V carré sur C carré. Pour l'autre trajet, on obtient en fait ici un triangle rectangle. On peut appliquer la loi, le théorème de Pythagore, qui dit que la longueur ici, qui est de c fois t, la vitesse de la lumière fois t, le temps de parcours, au carré, est égale à la longueur ici, c'est-à-dire au carré, c'est-à-dire Vt au carré, plus la longueur ici au carré, c'est-à-dire la longueur du bras, L1 au carré. On a un aller-retour, donc on obtient 2 fois ce temps de parcours, et on trouve T égale, donc T1 égale 2 L1 sur racine carrée de V carré moins C carré. Pardon, de C carré moins V carré. Et après avoir remis les termes convenablement, on obtient 2L1 sur C fois 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré. Si on s'arrange avec la méthode de Michelson et Morley pour avoir les 2 bras égaux, donc on règle l'appareil, puis on le fait pivoter, on a nos 2 bras égaux, un multiple de longueur d'onde près, vous pourriez en tenir compte, et on obtient qu'entre les 2 temps de parcours, il y a un facteur fois 1 sur
racine de 1 moins v carré sur c carré. Donc on obtient donc un temps de parcours qu'on peut mesurer, une différence de temps de parcours qu'on peut mesurer pour le mouvement dans l'éther. Michelson et Morlet ont fait les mesures et ils ont obtenu un résultat négatif. Après avoir fait pivoter l'appareil, pas d'interférence, ou plutôt des interférences, mais pas de décalage de phase, ce qui se traduit par un déplacement des franges d'interférence. Donc, un résultat négatif. Ils ont fait l'essai à plusieurs mois d'intervalle pour voir si la position sur l'orbite terrestre, selon la direction de la vitesse de la Terre, selon qu'elle était dans un sens ou dans l'autre, toujours négatif. Donc, la vitesse grand V est égale à 0, le facteur est 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent d'éther. L'appareil ne se déplace pas dans l'éther, la Terre ne se déplace pas par rapport à l'éther. Ce qui veut dire que s'il y a de l'éther dans l'espace, la Terre entraîne totalement l'éther avec elle. D'où pas de vent d'éther. Ce résultat à l'époque fit un choc, parce qu'on s'attendait à un résultat positif. On s'attendait à détecter un vent d'éther. Et le résultat était négatif. Notons que la précision de Michelson et Morlet était d'environ 10 km par seconde. Ce qui est suffisant, on l'a vu, la vitesse de la Terre est de 30 km par seconde. Depuis, on a amélioré ce dispositif et on atteint des précisions de l'ordre de 30 mètres par seconde. C'est beaucoup plus précis. Donc 1000 fois plus petit que la vitesse de la Terre autour de son orbite. Et les résultats sont toujours négatifs. On a fait des mesures en altitude, au bord de la mer, dans des ballons, on a même fait la mesure dans des ballons, et dans des systèmes en mouvement. Par exemple, dans un train, toujours négatif. Donc l'éther toujours entraîné, même cette fois-là, par le train, par l'appareil. Les conséquences de tout ça étaient importantes. Mais avant de faire la synthèse de tout ce que nous avons vu, concernant le mouvement de la lumière et l'éther, avant d'en tirer des déductions, il serait bon d'en savoir un peu plus sur la lumière elle-même. Alors, à cette époque, j'ai cité le nom de Maxwell. Maxwell avait établi la théorie de l'électromagnétisme, une théorie extraordinairement bien vérifiée, déjà à l'époque, avec les expériences sur l'électricité, sur le magnétisme, et la mesure, la détection des ondes radio par Hertz. La théorie de l'électromagnétisme, c'est la théorie de la lumière, parce que dans le spectre lumineux, dans le spectre, des ondes électromagnétiques, pour les grandes longueurs d'onde, ce sont des ondes radio, puis on a des infrarouges, puis la lumière visible, puis les ultraviolets, puis les rayons X, et pour des longueurs d'onde encore plus courtes, les rayons gamma. Donc tous ces types de rayonnements, y compris la lumière visible, sont des ondes électromagnétiques de longueur d'onde bien particulière. Donc il serait bon d'en savoir un peu plus sur l'électromagnétisme et le lien que cela pourrait avoir avec l'éther. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer une introduction à l'électromagnétisme. Alors c'est juste une introduction courte. Le but est de voir comment est-ce qu'on établit la théorie de l'électromagnétisme, comment est-ce qu'on obtient les équations. Et à partir de là, nous verrons ce que ça nous donne, ce que ça nous indique. Je vous remercie.